Voilà. Merci Michael, et je suis très content de vous retrouver après quelques années. Je vous avais à l'époque parlé de la Maison Sublime, mais ce soir, nous allons élargir le sujet en parlant, ce qui peut paraître très surprenant, de deux royaumes juifs au Moyen-Âge, Narbonne et Rouen. Et c'est de ça dont j'ai traité dans ce deuxième livre que j'ai sorti sur le sujet en 2018, après la Maison Sublime en 2006. Celui-ci, beaucoup plus large, traite de l'évolution du judaïsme en France depuis les premiers temps de l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours, 2000 ans d'histoire. Alors, deux royaumes juifs au Moyen-Âge, il faut d'abord parler de ces deux villes, parce que sinon on ne comprend pas leur importance au Moyen-Âge. Narbonne, comme vous le savez, a été la première colonie romaine en Gaule et la capitale de la Narbonnaise. Narbo Marsus a été fondée en moins 1118. Et puis, la Lyonnaise a été créée par les Romains, et progressivement, Rouen a pris une importance considérable, puisque cette Lyonnaise que vous voyez entourée en vert va progressivement se scinder. Il va y avoir en 297 la création de la Lyonnaise seconde, dont Rotomagus, Rouen, était la capitale. Et puis, là encore, cette seconde lyonnaise va se scinder avec une Bretagne et une Normandie. On disait à l'époque la Neustrie, et c'est quasiment le même territoire que la Normandie actuelle. Ces deux villes étaient des ports de première importance, et Narbonne en particulier. Il y a eu depuis une vingtaine d'années des recherches absolument considérables sur l'époque romaine qui ont permis de montrer que le port de Narbonne était aussi important que celui d'Ostie, c'est-à-dire le port de Rome, et qu'en particulier les Narbonnais avaient inventé une amphore qui contenait à peu près un tiers de liquide en plus que les amphores traditionnelles, et Narbonne a conquis le marché méditerranéen du vin, mais bien sûr avec beaucoup d'autres activités. Et Rouen de même, c'était la deuxième ville de Gaule après Lyon. Donc vous voyez l'importance. Et là, c'est le commerce à la fois avec l'Angleterre, avec le bassin parisien, mais un commerce qui allait jusqu'en Extrême-Orient. Quelques rappels historiques pour voir comment le judaïsme s'est implanté dans ces régions. Chute de Jérusalem en 70 et destruction du temple. Vous voyez l'arc de Titus à Rome avec la menorah, une sculpture fameuse. À partir de cette conquête romaine, des communautés juives s'implantent dans tout le bassin méditerranéen. Là, vous voyez une carte qui est tirée de l'exposition très belle qui a eu lieu à l'Institut du monde arabe sur les Juifs d'Orient. Comme vous le voyez sur cette carte et comme vous le voyez sur l'autre carte, Rouen n'y figure pas. On va voir pourquoi. Et vous voyez en tout cas que Narbonne y est en bonne place à côté des autres villes de Languedoc et de Provence. Même si les villes du Nord, vous voyez, ne sont pas tout à fait bien situées. Lutèce est un peu basse. Pourquoi? Parce que
jusqu'en 1976, le judaïsme normand et rouennais en particulier était inconnu, quasi inconnu. Et c'est Norman Gold, professeur à l'Oriental Institute de Chicago, qui est malheureusement décédé, il était âgé en 2020, qui était un ami très cher d'ailleurs. C'est Norman Gold qui, pendant 10 ans, a étudié les manuscrits de la Guénissa du Caire et qui, grâce à ces manuscrits, a découvert le judaïsme rouennais d'abord. Il a fait un premier livre en 1976 qui a été publié en hébreu, puis un second en français en 1985, là encore sur le vent, et puis un troisième en 1998, en anglais cette fois-ci, et sur l'ensemble de la Normandie. Vous voyez ici la synagogue Ben Ezra du Caire, et à droite la trappe où on jetait les manuscrits qui étaient hors d'usage, mais que l'on ne voulait pas détruire parce qu'ils contenaient le nom de Dieu. On a trouvé dans ces quelques 300 000 fragments de manuscrits, 8 000 manuscrits à peu près, des choses absolument extraordinaires dans ce qu'on appelle la poubelle sacrée. Ici, des traités de médecine, un commentaire autographe de Maïmonide sur le Mishneh Torah, un Talmud de Palestine du Xe siècle et une lettre autographe du fils de Maïmonide. Et puis, ces manuscrits du Caire ont révolutionné l'histoire du judaïsme et nous ont fait découvrir des tas de zones du monde qu'on ne connaissait pas, et en particulier le royaume khazar, qui a eu une importance considérable entre le 8e et le 10e siècle. Vous voyez qu'à gauche de ce royaume khazar, on trouve la ville de Kiev. Nous sommes en Ukraine. Et peut-être faudrait-il faire quelques recherches généalogiques pour savoir si Volodymyr Zelensky ne serait pas un lointain descendant du royaume khazar. Et puis, ces manuscrits du Caire ont permis de découvrir ce judaïsme rouennais grâce à ce manuscrit de Ruben Bar Isaac, un manuscrit de 1032, où on a découvert le toponyme RDWM. Alors traditionnellement, on le traduisait par Rhodès, Dreux, Troyes, et Norman Gold, qui faisait des recherches en lien avec l'Angleterre, a dit c'est pas possible, c'est une ville qui est proche de l'Angleterre, et ce n'est aucune de ces trois villes, c'est Rhodum. Rhodum, qui était le nom médiéval de la ville de Rouen. Le nom s'est progressivement déformé, on est passé de Rotomagus à Rhodum ou Rotom, puis Rouen, puis Rouen. Et il a expliqué que c'est les déformations d'écriture de ce judaïsme qui avait disparu des mémoires après l'expulsion des Juifs de France en 1306 par Philippe le Bel, qui explique qu'on ait progressivement perdu de vue cette correspondance entre RDWM et Rouen. Pendant des années, la traduction de Norman Gold a été contestée. Elle ne l'est plus. Et en particulier, on a fait un grand colloque en 2018 au Mage et à Rouen. On a fait aussi une splendide exposition à cette époque-là. Tous les grands experts actuels se rallient à la thèse RDWM également. Alors maintenant, venons-en à cette présence juive dans ces deux villes. Bon, vous savez qu'on connaît la présence juive à Narbonne depuis très longtemps, notamment par des historiens comme Sage, dès le XIXe siècle.
Et puis on en a eu confirmation plus récemment avec des vestiges gallo-romains, cette lampe à huile du 1er siècle qui a été trouvée à Orgon, près d'Arles. Plus récemment, en 2009 je crois, un sarcophage avec l'inscription « Pompée la Juive » à Arles. Et puis au musée lapidaire de Narbonne, on trouve cette inscription funéraire qu'on croyait, jusqu'à cette découverte de 2009, être la plus ancienne inscription juive de France. Quand j'ai publié mon premier livre en 2006, on s'appuyait à l'époque sur les travaux de Norman Gold, qui avait repéré, identifié 85 villes de présence juive au Moyen-Âge en Normandie. Depuis lors, grâce aux travaux de Gérard Nahon, on en est à 180. Et ce que vous voyez à travers cette carte, c'est qu'il y a une répartition très égale sur les 5 départements normands. Et vous voyez qu'on trouve cette présence dans des grandes villes, comme Rouen, Dieppe, Caen, mais dans des villes moyennes, dans des petites villes, et même en pleine campagne. Vous allez le voir dans la diapositive suivante. Et quand on est dans des villes un peu moyennes ou importantes, on voit que la présence juive, elle est en plein centre-ville. Ce qui atteste de l'ancienneté de cette présence. Dans le quartier, dans la ville de Rouen, vous voyez le cardo vertical et le décumanus horizontal. On est en plein cœur du castrum romain. Et comme il n'y a jamais eu la moindre vestige sur une arrivée massive de juifs à Rouen, on sait que cette présence est très ancienne. Et un autre élément qui le confirme, c'est le cimetière juif, qui est tout près de la gare actuelle et qui est tout près du cimetière romain. Quand vous regardez un département comme celui de la Manche, vous voyez que la présence juive, elle se trouve répartie très largement. Les villes importantes, comme Cherbourg, bien sûr, qui n'était pas Cherbourg à l'époque, mais ça c'est d'après les travaux de Gérard Nahon, et on voit que c'était en pleine campagne. Et quand on dit ça, ça veut dire que l'image du judaïsme, elle est totalement différente de celle qu'on a habituellement. Les Juifs, ils étaient, comme tout le monde, des agriculteurs, des éleveurs, peut-être des viticulteurs. On cultivait la vigne en Normandie à cette époque-là. Et donc, ce n'est que progressivement, quand les interdits professionnels posés par l'Église sont intervenus, beaucoup plus tard, que les Juifs se sont concentrés sur les professions commerciales et financières. On arrive au milieu du Moyen-Âge avec l'organisation du judaïsme d'Occident par les Carolingiens. Là aussi, un petit peu d'histoire. Les conquêtes arabes, 632-750, vous voyez qu'en vert foncé, le début des conquêtes arabes, qui s'étendent progressivement, d'abord en vert clair, et puis en jaune. Et élément très important, les Arabes conquièrent aussi l'Espagne, et ce qu'on appelait Al-Andalus. Et Al-Andalus, c'est au sud des Pyrénées, et pour les Carolingiens, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la Narbonnaise a d'abord été conquise,
et puis les Arabes sont remontés, et comme vous le savez, arrêtés par Charles Martel aux environs de Poitiers. Et puis, il y a eu une progressive reconquête de la Gaule, de la Francie plus exactement, et en particulier, même si Charles Martel avait entamé la reconquête, c'est finalement Pépin le Bref qui, en 759, a réussi à reconquérir Narbonne et la Septimanie. Les Juifs qui étaient à Narbonne avaient subi les persécutions des Visigoths en particulier. Les Visigoths qui avaient conquis toute cette Francie, eh bien, ils avaient fait du zèle, ils s'étaient convertis au christianisme et ils avaient pas mal persécuté les Juifs. Et donc les Juifs de Narbonne avaient passé un accord avec Pépin le Bref en lui disant « D'accord pour vous aider à reconquérir Narbonne, mais à condition que vous nous cédiez des quartiers de cette ville et qu'il y ait à la fois la ville du Seigneur, la ville de l'évêque et puis les quartiers juifs. » Et vous voyez qu'à Narbonne, les quartiers juifs étaient dispersés. Il y avait 4 lieux d'implantation différentes dans l'ensemble de la ville. Alors, ce qui inquiétait beaucoup les Carolingiens, et en particulier Charlemagne, c'est cette expansion de l'islam. Vous voyez en vert que les Abbassides de Bagdad avaient progressivement évincé les Omeyyades, mais il n'empêche que les Omeyyades occupaient l'émirat de Cordoue, qui plus tard, en 900 et quelques, deviendra un califat. Et donc, eh bien, Charlemagne s'est dit que le meilleur moyen de stopper les Omeyyades d'Espagne, c'était de faire alliance avec les Abbassides de Bagdad. Autre élément qui a favorisé l'organisation de ce judaïsme d'Occident par les Carolingiens, c'est le schisme karaïte. Vous savez que les Karaïtes ne reconnaissent que la Torah et ne reconnaissent pas le Talmud. Et le schisme karaïte qui a démarré en Palestine s'est progressivement étendu, comme vous le voyez sur cette carte. Et ce qui veut dire qu'il y avait une division du judaïsme d'Orient, et en particulier parce que les grandes académies rabbiniques de Babylonie étaient en conflit, se divisaient, étaient opposées au schisme karaïte, et donc n'avaient plus la même autorité sur l'ensemble de la diaspora qu'ils l'avaient eu pendant très longtemps. Les communautés juives d'Occident avaient, à l'époque carolingienne, une très grande autonomie, et en particulier une très grande autonomie sur le plan judiciaire. Et en particulier, il faut se rappeler que le serment moré-judaico, qui a été ensuite interprété contre les Juifs, était au départ une mesure favorable aux Juifs. C'était la possibilité, quand ils étaient pris dans un procès, de ne plus jurer sur les évangiles, mais de jurer sur la Torah. Donc la création de 2 royaumes juifs. Alors, il faut s'entendre sur les mots. Il ne s'agit pas de royaume au sens des Khazars, par exemple, c'est-à-dire avec un roi et un territoire, mais au sens d'une autorité spirituelle du chef des communautés de Narbonne pour le sud, de Rouen pour le nord, sur les communautés
Doyle ou Doc. Où trouve-t-on ce terme de royaume juif? Dans un texte, dans un pamphlet de Pierre le Vénérable, contre l'obstination invétérée des Juifs, qu'il écrit autour de 1140-46, le Messie annoncé par les Juifs ne saurait évidemment s'incarner dans ce roi qu'un certain nombre d'entre vous prétendent avoir à Narbonne et que d'autres prétendent avoir à Rouen. Pierre le Vénérable, c'était un théologien de première importance, un des grands abbés de Cluny, et quand il parlait, ce n'était pas parole en l'air. J'en reviens à Charlemagne et à son alliance avec le calife abbasside Al-Mansour contre l'émir de Cordoue. Que va faire Charlemagne? Eh bien, il va demander au calife de lui envoyer une haute personnalité pour créer, organiser les communautés du sud de la France. À cause des Visigoths en particulier, beaucoup de Juifs du nord de la France avaient reflué vers le sud, et en particulier, il n'y a plus aucune présence juive à Paris entre le 5e et le 8e siècle. Et donc, Charlemagne, il y a un exilarque. L'exilarque, c'est le chef de la communauté. Le chef de la communauté en exil, implanté à Babylone, bon, compte tenu des conflits religieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y avait un prince, qui avait été exilé et qui se trouvait à ce moment-là en Espagne. Et bon, ça faisait très bien l'affaire pour venir prendre la tête de la communauté juive de Narbonne. Cet exilarque, il avait une légitimité toute particulière parce que descendant de David. Tous les exilarques, tous les chefs de l'exil se référaient à une ascendance davidienne. Et donc, ils avaient une autorité à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux. Et cet exilarque appartenait à la famille Kalonymos. C'est une famille dont on ne parle que très rarement et qui pourtant a eu une importance absolument considérable. Donc le premier, il vient s'implanter à Narbonne et on a trouvé un certain nombre d'éléments. Alors, il y a discussion pour savoir si la notion de Rex Judeorum était employée dès l'origine ou si c'est la Vox Populi qui a transformé le titre de Nassi, prince, en roi Rex. Mais on trouve ça dans un document diplomatique de 1200 et quelques, donc ce qui donne quand même une assise importante à ce terme. On a trouvé le blason, on a trouvé le sceau, on connaît la cour du roi des Juifs, et vous voyez la maison du roi des Juifs de Narbonne. La synagogue qui a été achevée en 1240. Donc, première étape, l'organisation des communautés juives du sud de la France. Et puis, quelques années plus tard, alors il y a au milieu du IXe siècle, il y a un traité très important. L'empereur étant décédé par le traité de Verdun de 843, l'empire est divisé entre les trois fils
Et donc, Charles le Chauve, une partie en rouge, Lothaire, une partie en vert, et Louis le Germanique, une troisième partie en jaune. Et donc, l'Empire carolingien est divisé en 843. Il y a une tentative par les Carolingiens de reconstituer cet empire avec la reconquête de la Germanie en 911, mais c'est une opération qui va échouer. Elle va échouer sur le plan politique, mais elle va formidablement réussir sur le plan religieux. Louis le Pieux fait venir en Germanie un personnage important qui était le chef de la communauté de Lucques en Toscane, et il lui demande de venir s'installer à Mayence, en Germanie. Et ça va être le point de départ de tout le judaïsme ashkénaze. Alors, avec des personnalités de première importance, comme Rabbeinu Gershom, surnommé le luminaire de l'exil, mais également quelqu'un qui a été formé à Mayence et à Worms, et qui appartient par sa mère et par son oncle à la famille Kalonimos, c'est Rachid. Rachid de Troyes appartient à cette famille Kalonimos. Et vous savez que c'est tout le judaïsme ashkénaze, c'est aussi Spire, enfin, et c'est toute la vallée Rhénane, qui a été classée tout récemment au patrimoine de l'UNESCO. Pour ce qui concerne la Normandie, à la même date, en 911, il y a un traité qui est passé entre Charles le Simple, le roi francilien, on va dire, et les Vikings qui avaient envahi la Normandie. Ce traité, c'est une concession du roi de France qui dit aux Vikings, bon, vous vous convertissez au christianisme, je vous donne ma fille comme épouse, et puis vous faites la police pour empêcher les nouvelles invasions des Vikings. Dans les années suivantes, on a un indice très important de cette présence juive en Normandie, avec le voyage d'un ambassadeur andalou, un ambassadeur juif, Ibrahim Ibn Yacoub, qui fait une ambassade auprès d'Othon Ier de Germanie à la demande du calife de Cordoue. Et cet ambassadeur, qui part de Cordoue, puis de Barcelone, sa première étape, ça va être Bordeaux, puis Noirmoutier, il remonte par la Bretagne, et il fait étape par an. Les 4 villes, Saint-Malo, la 4e, les 4 villes qu'il visite en Francie ont toutes des communautés juives importantes. Et il fait une description en particulier de Rouen comme une ville en pierre, alors que traditionnellement on l'imagine comme une ville à colombage, une ville en bois, mais la tour de Rouen a servi de modèle à la tour de Londres, donc c'était bien une ville en pierre. Et il a même une description d'un jeune homme avec une très longue tresse qui fait tout à fait penser à un étudiant talmudiste. Quelques années plus tard, 1007, c'est une époque où les Arabes ont mis la main sur Jérusalem. Les Juifs sont accusés de complicité avec les musulmans et il y a des pogroms qui ont lieu en France. Qui est choisi pour faire stopper ces pogroms
et pour faire une ambassade auprès du pape, Jacob bar Jecoutiel. Et ce Jacob bar Jecoutiel, il est le fils donc, de Jecoutiel, qui lui-même était le fils aîné de ce premier juif à s'être implanté à Mayence. Et donc vous voyez l'importance que Rouen avait déjà à ce moment-là. C'est une ambassade qui va durer 4 ans et qui va permettre que le pape fasse stopper les persécutions en envoyant un légat pour s'assurer que ces instructions étaient bien respectées. Encore quelques années plus tard, et c'est le duc Guillaume, dit Guillaume le Bâtard, qui vient conquérir la Normandie, qui vient conquérir, l'Angleterre, et pour organiser cette conquête, il fait appel à des Juifs de Rouen, et ceux-ci vont créer une synagogue, une école rabbinique, et puis tous les éléments d'une communauté organisée. 1096, c'est... alors, on l'ignorait jusqu'à présent. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait juste eu, dans ce qui est la France actuelle, un massacre à Metz, mais non, en fait, le premier massacre a eu lieu à Rouen en 1096. Et c'est très important parce que, à ce moment-là, tous les bâtiments de la ville de Rouen ont été détruits. Et donc on sait, parce que le duc de Normandie est parti en croisade, et il a été remplacé par son frère, le roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre, qui était plus libéral que son frère, a permis aux Juifs qui avaient été massacrés et contraints de se convertir pour ne pas être massacrés, eh bien, autorise les Juifs à reprendre leur religion et à reconstruire leurs bâtiments. Ce qui fait que tous les bâtiments qu'on a retrouvés à Rouen datent tous de la toute fin du XIe ou du courant du XIIe siècle. Voilà les 5 édifices hébraïques de style roman qu'on a découverts dans le quartier juif de Rouen. Et là encore, vous le voyez, c'est un plan du XVIIIe siècle, mais qui montre ce qu'était la ville au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, le quartier juif, il est là en numéro 19 et 20. 19, c'est là où on a trouvé que Norman Goll, et moi je suis du même avis que lui, pensait l'école rabbinique, et au sud, en numéro 20, ce qui était la synagogue. Et vous voyez sur ce plan les différents bâtiments qu'on a découverts. La synagogue ici, à l'angle de la rue aux Juifs et de la rue Massacre, en fait, c'était pas la rue Massacre au départ, c'était la rue des boucheries Massacre, et donc vraisemblablement des boucheries cachères. Et quant à la rue aux Juifs, c'est la plus ancienne, ou peut-être la deuxième plus ancienne rue qui soit mentionnée dans des archives rouennaises. Donc vous voyez, là encore, l'ancienneté. Ici, ce qui serait donc l'école rabbinique, ici, ce qui serait le mikvé, et puis, ça, c'est les bâtiments qui ont été découverts en 1976, et ici, 6 ans plus tard, on a trouvé un autre bâtiment qui était la résidence du chef de la communauté. Et donc, et là aussi, il faut se référer à toute une série de textes rabbiniques de l'époque. On pense que le chef de la communauté, qui s'appelait Rabbi Yossi au début du XIIe siècle, Rabbi Yossi, le matin, partait de chez lui, il allait faire ses prières à la synagogue, il traversait la rue pour se rendre à l'académie, donc il était directeur de l'académie,
Il passait toute sa journée à l'académie et le soir, chemin inverse pour rentrer chez lui. La synagogue, on en retrouve des traces très importantes dans différents documents. Vous voyez en particulier les murs de la synagogue, avec ici représenté l'escalier d'une tourelle, et cette tourelle, elle est ici, et là encore, on a identifié ce bâtiment comme un bâtiment de style roman, c'est-à-dire exactement de la même époque que les autres bâtiments du quartier juif. La yeshiva elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la maison sublime, ici, ces trois fenêtres qui donnent sur le nord, on pensait pendant longtemps que c'était les seules ouvertures qui assuraient l'éclairage du bâtiment. Plus vraisemblablement, ils en assuraient plutôt la ventilation, et il y avait dans la partie haute des fenêtres, et en particulier on a trouvé un rebord de fenêtres à ce premier étage. Cette partie-là est une partie qui est vraisemblablement plus tardive et qui est postérieure à l'expulsion des Juifs en 1306. Et au milieu, vous avez une reconstitution qu'a faite Norman Golb de ce qui était ce bâtiment. Il pense, avec un certain nombre d'autres archéologues et architectes en particulier, que le bâtiment avait au moins 3 étages. C'est des murs de 1,60 m de large en fondation et d'1,30 m en élévation, et donc qui indique un bâtiment d'une belle hauteur. Ce qui pourrait être dans la partie ouest de la cour, le bain rituel, avec les escaliers ici. On a trouvé également une cruche qui pourrait être aussi une indication. Et puis, ici, de l'autre côté de la rue, la résidence du chef de la communauté, qu'on appelle traditionnellement l'hôtel de Bonnevie. Bonnevie était le principal chef de la communauté au XIIIe siècle, mais il serait plus logique de l'appeler l'hôtel Yossi, parce que c'était lui qui était le chef de la communauté au début du XIIe, avant de partir organiser la communauté anglaise. Événement très important, en 1131, il y a un schisme dans l'Église, et il y a 2 papes qui sont élus, Innocent II et Anaclet II. Et curieusement, Bernard de Clairvaux, qui est ici, avec Pierre le Vénérable, s'arrange pour organiser une réunion à Rouen avec le roi d'Angleterre pour organiser l'appui à Innocent II. Alors que Anaclet II avait le soutien des cardinaux romains et des juifs de Rome. Et pour faire contrepoids, ils viennent chercher l'appui des juifs de Rouen. Et donc vous voyez le poids politique qu'avait cette communauté juive rouennaise. Alors maintenant, à côté de cet aspect politique, il y avait l'aspect intellectuel, 2 académies prestigieuses. Alors, je passe brièvement pour l'Académie narbonnaise, parce que vous la connaissez certainement tout aussi bien que moi, mais des grands maîtres à Narbonne, et en particulier David Quimi, qui a pendant longtemps fait autorité. Ces grands maîtres narbonnais ont formé toute une série de grands maîtres du Languedoc, de Provence, etc., et en particulier tous ceux qui vont prendre une importance de plus en plus considérable, Montpellier, à partir du XIIe et évidemment XIIIe siècle, et vous connaissez en particulier toute la querelle maïmonidienne qui a eu à
cette époque. Rouen, académie tout aussi prestigieuse, je vous ai mis là un graffiti, que cette maison soit sublime, et c'est pour ça qu'on appelle ainsi le monument. C'est un des graffitis, il y en a 16 comme ça, qu'on a trouvé sur les murs du bâtiment. Et dans cette académie, il y avait des maîtres prestigieux. Je vous ai parlé de Rabbi Yossi. Il était très célèbre à l'époque et on l'appelait Rabbi tout court, pour montrer à quel point il était célèbre. Mais celui qui a joué une importance considérable, c'est Rashbam. Rashbam était le petit-fils de Rachi. Il était à son époque aussi célèbre que son grand-père, dont il contestait certaines des interprétations bibliques ou talmudiques. Il a d'abord été à la tête de l'Académie de Reims, avant que les Juifs de Rouen, quand Rabbi Yossi a été recruté, on va dire, par le roi d'Angleterre pour venir à Londres, eh bien, on va demander à Rashbam de venir prendre la tête de l'Académie de Rouen, et il va diriger cette académie pendant un quart de siècle, à partir de 1135. Cette académie avait tellement d'importance qu'elle attirait les plus grands maîtres de toutes les régions, et en particulier Abraham Ibn Ezra, qui est un des plus célèbres savants andalous, qui est venu passer une dizaine d'années à Rouen pour discuter avec Rashbam, pour consulter les livres qui étaient dans cette bibliothèque universitaire, et il a écrit là à la fois quelques grands commentaires de la Bible, mais aussi ses célèbres ouvrages d'astronomie. Voilà quelques chefs-d'œuvre sortis de l'Académie de Rouen, et en particulier un ouvrage, le Grand Mazor d'Amsterdam, qui a été vendu il y a quelques années. Au XIIIe siècle, montée des persécutions, ça a commencé dès Philippe Auguste en 1182. En 1182, c'est la première expulsion des Juifs du royaume de France, du domaine royal. Vous savez que les rois de France ont eu deux politiques vis-à-vis des Juifs. Soit les taxer tous les ans, soit une fois de temps en temps, les expulser, à la fois pour faire tomber les dettes et pour réquisitionner les propriétés. Donc, Philippe Auguste, en 1182, avait choisi la première solution. Il a trouvé d'ailleurs que ce n'était pas très efficace. Quelques années plus tard, il a rappelé les Juifs, c'était mieux de les taxer chaque année. Et puis le procédé s'est perpétué tout au long du XIIIe siècle, avec à cette époque quelque chose qui a été la nouveauté, c'est qu'il y a eu le quatrième concile de Latran en 1215, avec un certain nombre d'interdictions contre les Juifs, et en particulier avec le port de la rouelle. Alors, en Normandie, ça a été beaucoup plus tardif, parce que ce n'est sans doute qu'à la fin du XIIIe siècle qu'on a commencé vraiment à porter la rouelle en Normandie, alors qu'on a des témoignages qu'à Paris, dès 1220, il y a le port de la rouelle. Et puis, montée des persécutions sous Saint-Louis, mise à l'index des livres juifs. En 1240, c'est la première polémique contre les Juifs, avec en 1242 le brûlement de chariots à la fois du Talmud et des autres livres juifs, ce qui fait que dans les années 1250, l'Académie de Paris était
très importante, elle a disparu, en particulier parce que Yéyel de Paris est parti avec 300 de ses élèves en Palestine, et qu'à partir de ce moment-là, l'Académie de Rouen a joué encore plus un rôle important pour conserver les livres, pour les reproduire, en particulier avec Sir Morel de Falaise, qui a joué un rôle important, et puis ceux qui ont suivi et qui étaient à la tête de l'école de Rouen. Mais tout comme dans le Midi, il y a eu essaimage. Par exemple, l'Académie d'Évreux était très importante, et c'est le chef de l'Académie d'Évreux, qui était devenu directeur de l'Académie de Rouen, qui a été celui qui s'est opposé aux chrétiens lors de la deuxième polémique de Paris en 1269. Alors pourquoi Rouen a eu un rôle tout à fait considérable à ce moment-là? Parce que vous connaissez bien sûr l'école des Tossafistes, et beaucoup de ces Tossafistes étaient normands, et notamment parce que Rajbam a entraîné en Normandie beaucoup de membres de sa famille qui ont créé des académies à Caen, à Falaise, à Pont-Audemer, à Touques, et notamment à la tête de l'Académie de Rouen, il y a eu Eliezer de Touques qui a commencé, parce que, on va dire, ça a commencé à chauffer sous Saint-Louis contre les Juifs. Il y avait le premier décret d'expulsion avait été sans doute préparé par Saint-Louis en 1270, mais Saint-Louis est parti en croisade, il est mort à Tunis, et le décret n'a pas été mis en application. Et c'est son petit-fils, Philippe le Bel, qui en 1306 va mettre en œuvre ce décret. Et donc pendant toute cette période dangereuse, les membres de l'Académie de Rouen et des académies normandes vont rassembler tous ces tossaphotes, et quelques 2 siècles plus tard, il va y avoir des imprimeurs qui vont vouloir imprimer le Talmud. Et ils vont retrouver, notamment en Savoie, en Suisse, ils vont retrouver des exemplaires du Talmud qui avaient été rassemblés par les derniers maîtres de l'Académie de Rouen, et ils vont, à partir de là, faire une première édition du Talmud en 1520, et vous voyez, donc avec le Talmud tel qu'on le connaît depuis cette époque, c'est-à-dire avec le texte au milieu, le commentaire de Rachid d'un côté et les Tosafot de l'autre. Et donc, c'est ce Talmud qui va être enseigné dans toutes les académies juives, à la fois d'Europe occidentale, centrale et orientale. 1306, c'est l'expulsion par Philippe le Bel. 100 000 juifs environ ont été expulsés de France à cette époque. On considère qu'il y en a à peu près 10% qui étaient normands, et la moitié de ces Normands, 5 000 environ, étaient rouennais. Et donc, pour ce qui est des Juifs du reste du royaume, il va y avoir des rappels. Là encore, le roi de France pensait que la taxation annuelle, c'était pas mal comme formule, mais la dernière expulsion, vous le savez, est de 1394. Par contre, en ce qui concerne les Juifs de Rouen, même s'il y a encore quelques présences juives jusqu'en 1382 à Rouen, pratiquement il n'y a plus de Juifs en Normandie à partir du XIVe siècle,
et il faudra attendre le retour des Maranes à la fin du XVIe siècle pour que le judaïsme reprenne vie à Rome. Voilà, je termine par une dernière considération. Pourquoi Philippe le Bel a-t-il, comme Philippe Auguste, expulsé les Juifs de France? Eh bien, pour faire tomber les dettes et pour réquisitionner les propriétés, parce que Philippe le Bel avait des grosses difficultés financières à cause de ses guerres multiples, et notamment de ses guerres avec l'Angleterre. Alors bien sûr, il y a eu des considérations religieuses qui ont été mises en avant, mais les considérations financières étaient les plus importantes, et je raccroche cette expulsion de 1306 des Juifs à celle qui va être mise en œuvre l'année suivante, c'est le procès contre les Templiers. C'est un rapprochement qu'on ne fait jamais, mais c'est un rapprochement tout à fait essentiel. On réquisitionne les propriétés des Juifs en 1306, celles des Templiers qui avaient des richesses considérables en 1307. Certains ont regretté que les Juifs aient été expulsés parce que c'est les Lombards qui ont pris la suite et ils étaient bien plus terribles que les Juifs. Et donc, quelques années après, il y a eu des protestations contre cette expulsion de 1306. Donc, je termine par une considération politique. Quand un État est impécunieux, il fait souvent des erreurs politiques. Merci, cher monsieur Klein, pour ce beau panorama de la France médiévale, ce XIVe siècle, siècle de tergiversation des monarques français, 1306, la première par Philippe le Bel, la dernière par Charles VI en 1394. Et à Montpellier, ils sont expulsés essentiellement au début du XIVe. Les dernières poches résiduelles de Juifs sont vidées en 1394. Et effectivement, à la fin de ce XIVe siècle, nos Juifs montpelliérains ne sont plus rue de la Barallerie, mais rue de la Vieille Intendance. On n'est pas très loin, effectivement, de Narbonne. J'ai oublié de préciser en vous présentant que la plus ancienne trace du présent juif dans notre région, c'est la pierre tombale de Narbonne du 7e siècle, des années 680-687, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragonus, Justus Matrona et Dulciorella, qui se termine par 3 mots hébreux, Shalom à Israël, paix sur le peuple juif. C'est la plus ancienne trace du présent juif régional. Effectivement, les carolingiens aimaient les représentants de la mosaïque. On a des relations effectivement relativement courtoises entre juifs et chrétiens. Et Jules Michelet, dans son tableau de la France, écrit la pointe de rivière navigable, le canal des deux mers n'a pas suffi pour y suppléer, mais force étant salée aussi, où ne croit que le salico, d'innombrables sources thermales du bitume et du baume, c'est une autre Judée. Il ne tient qu'au ramin des écoles juives de Narbonne de se croire dans leur pays. Alors l'historiographie sur les juifs narbonnais est assez conséquente. Merci donc pour cet éclairage, pour ceux qui, avec quelques effectivement connaissances lacunaires des royaumes juifs narbonnais et rouennais. On va donner la parole au public qui va vous questionner soit sur les juifs de Terre d'Oc, soit sur les juifs de Terre d'Oï, soit sur les deux. Alors, deux. Oui, Fabrice. Oui, alors j'ai 2 questions. La première, alors je ne sais pas si c'est une théorie, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est cette alliance des Carolingiens et des princes juifs. Alors qu'à l'envers, les Capétiens ont expulsé les juifs, on a toujours considéré que les Carolingiens étaient quand même très proches des juifs. Et il y a une théorie qui a été défendue par un Anglais ou un Américain qui dit que notamment Guillaume de Gélone, qui a fondé ici Saint-Guilhem-le-Désert, ce n'était pas un bénédictin, il était en fait un prince juif avec lequel il avait, Roland, et il avait combattu en Catalogne. Et dès lors, même Alexandre Adler, dont on parlait de ça avant-hier à Blandine Krigel,
dit que, en fait, les Visigoths dont vous parlez, en 1510, ils pillent Rome et ils ramènent le trésor du temple dans leur royaume wisigoth. Et c'est justement Guillaume de Gélone qui, dans sa conquête en Catalogne, a enfin trouvé la tombe d'Alaric qu'on n'a jamais trouvée. Et il aurait ramené et caché le trésor du temple de Jérusalem tout près d'ici, à Saint-Guillaume-le-Désert. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de cette première théorie. Et comme quoi c'était une yeshiva, hein, Saint-Guillaume-le-Désert. Et ma deuxième question un peu atypique aussi, c'est on va à Rouen là, en vous écoutant, les Visigoths, ils viennent de Suède en fait. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu antisémites. Vous l'avez évoqué. Les Vikings, ils viennent du Danemark. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup imprégné toute la vallée de la Seine, la Normandie. On ne mesure pas combien la présence viking a été importante. Et quelle était la relation entre les Vikings et les Juifs? Alors, sur la première question, pour le moment, je ne m'y aventurerai pas, mais peut-être que dans quelques années, j'essaierai de vous apporter une réponse, parce que j'ai commencé à travailler sur le sujet. Rhazès, ça doit vous dire quelque chose également. Il y a vraiment à creuser sur cette question. Pour le moment, moi j'aime pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments d'un dossier. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans. Alors, je sais que depuis des années, il y a eu des monceaux de livres sur les Cathares et sur... bon, pour le moment, ça reste encore une énigme, mais j'ai toute une série d'éléments, notamment sur Rhazès, qui montrent que ça remonte à très très loin. Mais pour le moment, je m'en abstiens. Sur votre deuxième question, les Vikings, eh bien, ils avaient de très bonnes relations avec les Juifs. C'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Ils ont obtenu la Normandie. Très rapidement d'ailleurs, ils ont débordé du comté de Rouen pour conquérir l'ensemble de la Normandie et devenir plus importants que leur suzerain. Rouen, au XIIe siècle, est la capitale d'un empire plantagenet qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Et il faut attendre 1204 pour que Philippe Auguste reconquiert la Normandie et que le vassal redevienne un vassal. Donc, vous voyez, on a perdu un petit peu de vue cette histoire. Qu'est-ce que font les Vikings? Ils maintiennent le statut qu'avaient élaboré les Carolingiens. Et donc, les Juifs de Rouen jouent un rôle considérable dans le commerce avec l'Angleterre, avec, je vous l'ai dit, toute l'Europe orientale et jusqu'en Extrême-Orient. Donc il n'y a aucune raison que les Vikings ne soient pas en très bon terme. Les ducs de Normandie entretiennent d'excellentes relations. Alors de temps en temps, il y a des difficultés. Je vous l'ai dit, notamment en 1096, avec la première croisade. Là, le duc de Normandie, il a un peu massacré les Juifs, les a obligés à se convertir. Mais à peine était-il parti en croisade que son frère, le roi d'Angleterre, dit aux Juifs: repratiquez votre religion et reconstruisez tous vos monuments. Donc vous voyez, très bonne relation, sauf quand de temps en temps, notamment à l'occasion de croisades, il y a des événements douloureux. Notre intervention? Question? Oui? Bon, merci beaucoup pour votre intervention. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. On va passer le micro parce qu'on ne vous entend pas. Merci. Ça va bien. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vraiment un plaisir d'écouter. C'est vraiment confort pour l'esprit intellectuellement. C'est vraiment très agréable. Alors, j'avais juste une petite question à vous poser concernant
les académies prestigieuses. Alors, vous disiez qu'il y a beaucoup de livres qui en sortent, qui sont extraordinaires, et notamment ce livre Mazor d'Amsterdam. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, dire un petit peu pourquoi vous connaissez? Oui, donc, alors là, je vais peut-être revenir en arrière pour vous le montrer. À propos de Marzorim, on a à Montpellier peut-être le seul recueil liturgique pour les fêtes de Ticherie de Provence-Languedoc, le Marzor Montpellier, qui a été rédigé par des représentants du judaïsme montpelliérain en exil vers le Comte Nessin. Et c'est l'un des 2 trésors patrimoniaux de la ville de Montpellier. On a notre trésor lapidaire dont on est si fier, le Mikvé, et aussi moins connu, mais nous avons le Marzor Montpellier, avec des annotations judéo-espagnoles sur les côtés. Mais il n'est pas richement ornementé comme celui de Vitry. Est-ce que celui d'Amsterdam l'est? Oui, vous le voyez là, c'est magnifique à la fois dans les lettres et puis dans toutes les micrographies que vous voyez. C'est un magnifique document. Alors, ce document, on pense, et il y a encore des discussions là-dessus, notamment Judith Schlanger, que vous connaissez peut-être, que vous avez reçu, oui. Judith Schlanger, qui est présidente du conseil scientifique de notre association, la Maison Sublime, est encore un peu hésitante là-dessus. Ce que disait Norman Goll, c'est que ce document était sorti de l'atelier de Cresbia, qui a été un des directeurs de l'école de Rouen dans les années 1200 à peu près. Je vous raconte une petite anecdote à ce sujet. En 1220-1224 à peu près, il y a eu une réunion de tous les grands maîtres de l'époque. Je vous ai dit, 1182, Philippe Auguste expulse les Juifs du domaine royal. Et tous les grands maîtres qui étaient à Paris et dans toutes les villes du bassin parisien, eh bien, ils viennent se réfugier à Rouen. Et il y a cette séance vers 1220, qui est absolument extraordinaire, qui se passe dans la chambre haute, Elion, ce qui semble bien indiquer que le bâtiment était très élevé, et c'est une séance de spiritisme. C'est une discussion à propos du chant qui a été fait après le passage de la mer Rouge. Et donc on discute autour de ce chant et on invoque l'âme de Moïse, l'âme de Métatron, etc. Donc c'est très important cette affaire, même si elle peut paraître anecdotique, parce que le problème est de savoir quel était le judaïsme qui était pratiqué à Rouen. J'ai un petit élément là-dessus, c'est que dans les fils échappe un instant de celui qui est parti à Mayence, il avait 2 fils. L'aîné est parti à Rouen pour organiser le judaïsme rouennais, il s'appelait Jécoutiel. Et vraisemblablement, c'était celui qui était le plus mystique. Et ça, on en a des éléments parce que autant on parle de l'autre partie de la famille Kalonymos qui était allemande, ashkénaze, autant on ne parle pas dans la généalogie de la famille de cette branche de la famille. C'était vraisemblablement le côté mystique de la famille, qui était d'ailleurs celui
des mystiques qui sont venus d'Italie pour s'installer à Mayence. Et donc, ce qui veut dire que, vous voyez, la distinction qu'on fait traditionnellement entre Ashkénaze et séfarade, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai eu une discussion notamment avec Judith Schlanger à ce propos. Le judaïsme ashkénaze, c'est pas tout à fait la même chose que le judaïsme champenois ou francilien, et c'est certainement pas la même chose que le judaïsme normand ou anglo-normand. Et il faudrait creuser ces différences. Mais si j'en reviens au Marzor d'Amsterdam, on l'a retrouvé d'abord en Allemagne, à Mayence, avec des inscriptions, je crois que c'était Mayence, je dis peut-être une bêtise, c'était peut-être Worms, je ne sais plus. On l'a retrouvé avec des inscriptions sur le document qui montrent incontestablement qu'il a fait un passage par la Germanie. Et puis, on l'a retrouvé à Amsterdam. Pourquoi? Parce que, eh bien, en 1348, c'est la peste, la grande peste, massacre des Juifs allemands qui vont se réfugier à Amsterdam. Et donc, le document, il aurait fait le voyage Normandie-Germanie et Germanie-Pays-Bas. Puisqu'on parle des documents, j'ai vu passer aussi la Bible de Cervera. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Cervera? Non. Alors là, Michael sera plus compétent que moi. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là, c'est l'ère occitano-catalane, Cervera. C'est un nom... C'est une localité. Ah, une localité, d'accord. Oui, mais c'est comme pour notre judaïsme occitan, qui est rattaché peut-être à séfarade, mais pas seulement, puisqu'il y a une présence juive en Occitanie avant l'arrivée des réfugiés juifs andalous au XIIe, et il n'y a pas d'arrivée de juifs séfarades en 1492, puisque les juifs ont déjà été expulsés depuis un siècle, presque 2 siècles. Peut-être une dernière intervention, question à l'endroit de notre ami. Monsieur Moutot. Vous avez parlé des Juifs qui sont allés en Angleterre, ils ont été expulsés d'Angleterre aussi relativement tôt. C'est la première expulsion d'Europe. Voilà, c'est ça. C'est en Angleterre que commencent vraiment les persécutions, les calomnies contre les Juifs qui, à Pâques, massacreraient les enfants pour... C'est la première accusation de voilà, rituel. C'est la première accusation de meurtre rituel qu'on va retrouver ensuite quelques décennies plus tard en France. Donc, 1204, c'est un peu la césure entre les Juifs normands et les Juifs anglais, en particulier la famille Yossi, qui avait des propriétés importantes à Rouen, vend ses propriétés, ce qui explique que ça arrive dans la famille Bonnevie à ce moment-là. Et donc il y a un peu séparation entre les deux, mais des liens qui restent très importants. Et Judith Schlanger a beaucoup étudié notamment les manuscrits. Et il y a un avantage en Angleterre, c'est qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt que nous à garder des archives, et en particulier toutes les archives de crédit. Et donc, il y a une masse d'informations sur les Juifs anglais que nous n'avons pas sur les Juifs normands. Mais effectivement, ça commence à tourner mal au milieu du XIIe siècle pour les Anglais. Puis il y a toute une série d'attaques d'une violence terrible qui aboutissent en 1290 à l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Donc 15 ans, 16 ans avant les Juifs de France. Et beaucoup de Juifs anglais viennent se réfugier à Rouen, ce qui fait que la population juive augmente à cette époque, mais le pays où les Juifs anglais sont les plus nombreux à émigrer, c'est la Pologne.
parce que la Pologne réservait à la nation juive un statut particulièrement favorable. À propos des juifs anglais qui se refuge dans le Midi, là il s'agit de la province, et non pas du Languedoc. Lors d'un office shabbatique, un juif s'assoupit. Et l'autre de lui dire, écoute, tu t'es assoupi. Et alors il lui dit, j'ai vu passer des anges et des fantômes. Et l'autre lui dit plus précisément, si tu ne t'étais pas assoupi, tu n'aurais pas vu d'ange passer dans la synagogue. Alors il s'énerve et il l'attaque, puisqu'il est anglais, il lui dit, et toi, si tu n'avais pas renié la monnaie, tu n'aurais pas été expulsé par les monarques britanniques. Voilà pour cette petite anecdote. Alors on a pu vérifier grâce à nous que la France était bien enjuivée. Je vous propose de revenir dans 2 semaines pour l'ouvrage Revenir de Myriam Ackerman et Michael de Saint-Chéron, où là nous aurons la curiosité de rencontrer la première femme rabbin orthodoxe autoproclamée, je le précise, de France, qui est une fille brillante qui a fait des hautes études, elle est normalienne, et notre ami Michael de Saint-Chéron, qui a beaucoup publié, qui vont, voilà, à 2 voix et à 4 mains, nous raconter leur retour au judaïsme. Merci à Jacques-Sylvain Klein. Rajouter un petit mot. J'avais fait la première édition en 2018 de ce livre sur le royaume juif de Rouen ressuscité, avec une préface de Max Kolonowski, et j'ai eu le grand plaisir pour la 2e édition sortie en 2021-2022, je ne sais plus, que Sonia Felous me fasse une très belle préface, et j'en ai été très heureux.